Au début, comme vous le disiez, il y a une vingtaine d'années, je savais que c'était pas possible d'en parler parce que déjà, on avait fait une pauvre enquête où on disait simplement que les réseaux pédocriminels existaient et on nous disait que c'était du complotisme. Et ça, je l'ai entendu de gens qui étaient extrêmement bien informés, au sommet des hiérarchies policières et de la justice, qui ne pouvaient pas, je veux dire, qui mentaient droit dans leur boîte, c'était évident. Et ce témoignage que vous livrez à visage découvert, qui va tout changer, ce courage que vous avez est absolument extraordinaire. Et pour ça, vraiment, je vous remercie du fond de mon cœur. Bravo. C'est quoi la question? Est-ce que vous avez des gens que vous avez reconnus à la télé? Est-ce que vous avez les noms et les aujourd'hui à la télé? Ouais. Ah bien sûr, évidemment. Vous croyez que pourquoi j'ai autant de mal à sortir mes enfants sur les réseaux? C'est qu'à la tête, ils ont les enregistrements, hein, ils ont des éléments, ça monte très très haut. Tous les jours, vous voyez à la télé des gens qui sont dans des réseaux pédosatanistes. Donc ils dirigent et qui orchestrent des meurtres Non, mais c'est bon, d'enfants. Oui. Vous pouvez attester de ça. Oui. Bah, je pense que la preuve est les tentatives de meurtre que je continue à vivre. Hein. Donc on va essayer de me faire taire, mais bon, les preuves, je les ai déjà envoyées à pas mal de monde, même en Outre-mer, Outre-Atlantique. Qui peuvent toujours, puis apparemment ça marche pas. Mais c'est international, hein. Parce que par exemple, moi je ne connaissais pas Chantal, je voyais qui était Anneke Ducasse, mais je ne l'avais jamais rencontré des visos. Et quand on s'est rencontrés toutes les trois là, en 10 minutes de temps, boum 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 boum, un jeu de ping-pong, pouf pouf pouf, ah mais j'ai vu celui-là, oui, à tel endroit, ouais, tous des personnes hyper importantes. Genre chef d'État. Ça ne s'invente pas. C'est pas Mario aussi. Oui, international. Avec Chantal. Moi aussi, Et en fait, c'est pas seulement on a vu un tel, etc. Non. On peut donner des détails. Hein. Ouais. On peut donner de ce qu'il a fait, quelle était sa fonction dans le réseau, pourquoi, comment. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il porte exactement, quel tatouage, où, à quelle place, etc. Donc ça, on peut dire. Hein. C'est pas simplement un stick qui me plaît pas à la télé. Eh ben, il fait partie des réseaux. Donc c'est vraiment c'est des détails qu'on échange entre nous. Et les mêmes détails qui reviennent, sans le savoir. Ouais. C'est surtout aussi pour encourager d'autres personnes à continuer à parler, parce que je crois vraiment, j'ai cette vision, cette grande vision d'un domino, d'un jeu de domino. Et quand il y a le premier qui tombe, il y en a des autres qui tombent. Et là, aujourd'hui, avec Pierre, merci beaucoup Pierre, c'est vraiment un immense domino qui est tombé. C'est vraiment un film qu'il faut voir pour retirer le voile, en fait, le voile qu'on a devant les yeux, le voile qui fait que on n'a pas forcément, on pressent qu'il y a des choses, mais on ne voit pas l'importance qu'elles ont au juste. Moi, j'étais scotchée dès le début. J'étais scotchée, bluffée. À un moment donné, j'étais obligée de prendre du recul parce que je me suis dit, mon cerveau ne pouvait pas imprimer et imaginer tout ce que ces femmes, qui avaient été surtout des enfants, bien sûr, pouvaient avoir vécu de cette atrocité, mais innommable. Après ce visionnage, tout paraît dérisoire. Les politesses, les rencontres, voilà, parce que c'est tellement bouleversant et je me dis que ces personnes doivent avoir une vie chevillée au corps très très forte pour arriver à survivre à des horreurs pareilles. Avoir le courage de continuer à vivre après ça. Et ce que je pense, c'est qu'il y a la Françoise d'avant, ce visionnage, et il y aura la Françoise d'après. C'est plus la même chose. Je pense que c'est un sujet de toute manière qui est universel et qui touche absolument tout le monde parce qu'on a tous en nous un enfant à protéger. C'est absolument important parce que si ces choses existent, il faut absolument qu'elles soient mises en lumière. C'est le devoir de tous de prendre, ne serait-ce que de prendre conscience de ces choses-là, parce qu'en fait, énormément de choses, un crime qu'on ignore est un crime qui prospère et qui peut devenir systémique. Et je pense que dans pas mal de pays, c'est devenu quelque chose de systémique. J'ai été très très touché malgré tout, malgré le fait que j'ai vu déjà ce film 3 fois avant aujourd'hui. J'ai été vraiment très touché parce qu'il est vraiment superbe, il est vraiment sublime et je dirais qu'il y a plusieurs qualités que je trouve dans ce film Les Survivantes.
tout d'abord, comme Pierre Barnérias l'a dit, il est inattaquable, c'est-à-dire ce ne sont que des témoignages et ces témoignages montent en crescendo de plus en plus, c'est-à-dire que on prépare le public et donc je trouve que Pierre là a vraiment fait un très très bon travail de préparer le public pour leur montrer petit à petit que la descente dans les enfers et dans l'horreur, eh bien c'est quelque chose qui est tout à fait réel, c'est quelque chose qui a fait partie du quotidien de ces femmes. L'autre chose que je trouve vraiment remarquable, c'est que ça dit suffisamment de choses pour qu'on ait envie d'en savoir plus, pour qu'on sorte de ce film en étant encore plus convaincu que les réseaux pédocriminels, eh bien, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une théorie du complot, c'est véritablement quelque chose qui existe. Et ce qui est encore remarquable aussi, et c'est peut-être la dernière chose que j'ai envie de dire sur ce que j'ai trouvé, ce que j'ai apprécié au niveau de ce film, c'est que c'est un immense message d'espoir aussi, parce que ces femmes qui auraient pu être complètement dévastées, complètement détruites, ont fait un parcours de guérison, aidés par des thérapeutes la plupart du temps, et aidés par leur foi aussi, parce que ça transparaît dans le film, et qui fait qu'on se rend compte qu'on peut s'en sortir des pires horreurs. Maintenant, je dirais que c'est à nous, les citoyens, qui n'avons pas subi ces horreurs, c'est à nous à oser parler de cela à tout notre entourage. Parce que pour moi, le phénomène des réseaux pédocriminels, c'est un phénomène qui est absolument mondial. En tout cas, bon, je ne sais pas très bien ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Oui, mais bien que l'Afrique est un fournisseur des réseaux pédocriminels, mais je ne sais pas dans quelle mesure il y a beaucoup de consommateurs ou de bourreaux au niveau africain, mais en tout cas, dans les pays occidentaux, il est clair pour moi que tous les gens qui sont dans le pouvoir politique, dans le pouvoir médiatique, dans le pouvoir judiciaire, dans les milieux culturels, etc., pas tous les gens, mais il y a une majorité de ces gens-là qui sont soit des victimes et ou des bourreaux des réseaux pédocriminels. Et pour moi, ce qui est très préoccupant, c'est que tant qu'il y aura des gens qui sont tenus par les couilles, pour le dire de façon vulgaire, eh bien, on pourra faire à une minorité de dirigeants des choses qui sont totalement à l'encontre du vivant, à l'encontre des droits fondamentaux, des libertés fondamentales des êtres humains. Si on essaie de comprendre pourquoi le Covid a réussi aussi bien à imposer à plusieurs milliards de personnes des choses complètement absurdes, c'est bien parce que au poste de commande, on avait des gens qui ne pouvaient pas faire autrement que d'obéir aux ordres qui venaient de plus haut. Et pour moi, lorsque j'ai découvert l'affaire Epstein et lorsque j'ai découvert l'enquête journalistique à propos de l'affaire Epstein, quand j'ai compris que Epstein était un agent payé par le Mossad et par le FBI et qu'il était payé pour piéger des dirigeants politiques, des scientifiques de haut niveau, des responsables de médias, enfin des propriétaires de médias, et aussi des gens du monde culturel, et que cet homme était payé jusqu'à $1 million US par personne piégée, on comprend quel a été le rôle de Epstein pour qu'à un moment donné, on fasse faire à toutes ces personnes qui étaient piégées exactement ce qu'on leur demandait de faire. Donc voilà, donc pour moi, la pédocriminalité, ce n'est pas seulement un problème au niveau des enfants qui sont sacrifiés, c'est un problème qui verrouille un système judiciaire, qui verrouille un système politique, qui verrouille un système médiatique et qui verrouille un système culturel. Pour moi, c'est ça. Et j'espère sincèrement que le film de Pierre Barnérias va être la première pierre, le premier domino qui véritablement va commencer à faire basculer toute une série de dominos. Ça, c'est ce que j'espère véritablement. Bon.
Maintenant, pour la Belgique, c'est clair que si je me suis mobilisé pour, je dirais, au moins inviter ma communauté à venir voir le film de Pierre Barnerias, c'est parce que j'ai été sensibilisé à cette affaire au moment de l'affaire Dutroux. Je rappelle que l'affaire Dutroux, c'est en 96 ou en 96 pour le dire pour les Belges ou les Suisses, et j'ai suivi ça un peu comme n'importe quel Belge, sauf qu'à un moment donné, comme j'étais consultant en entreprise, j'ai été invité par le comité blanc, donc le comité de la Marche Blanche, à les aider à se structurer, puisqu'au début, ils ont fait ça un petit peu dans la précipitation, et ils s'étaient rendus compte que dans le comité des Marches Blanches, il y avait tout de suite des gens qui avaient infiltré les comités et qui étaient là plutôt pour saboter le mouvement plutôt que de le soutenir. Et donc mon rôle a été, lors des assemblées générales, de faire en sorte que ces infiltrés soient démasqués et soient éjectés du mouvement. Donc ça, je dirais que ça a été mon petit rôle au niveau de la Marche Blanche. Mais lorsque je me suis rendu compte à quel point les témoins les plus gênants, c'est-à-dire les témoins qui pouvaient mettre en lumière l'existence de réseaux pédocriminels, ont été écartés de l'enquête. On a même créé ces fameux dossiers bis de l'affaire Dutroux. Mais quand on se rend compte aussi qu'il y a jusqu'à 30 témoins gênants qui sont morts dans des conditions suspectes au moment du procès Dutroux, je me suis dit que là, il y avait vraiment des choses qui devaient être très gênantes pour le pouvoir, jusqu'au Palais Royal, jusqu'à la prélature de l'Église catholique, jusque dans les milieux judiciaires. Et c'est clair que c'est par la suite que j'ai eu des échos de différentes personnes bien informées qui m'ont confirmé qu'effectivement la plupart des juges de la magistrature belge étaient des gens qui étaient compromis dans des histoires de balais roses ou de balais bleus, donc de réseaux pédocriminels, et qui donc eux-mêmes en tant que juges n'avaient aucun intérêt à ce que cette enquête aboutisse, parce que sinon ils auraient été eux-mêmes mouillés par les résultats de l'enquête. Et évidemment, quand on sait que ça remonte jusqu'à la famille royale, lorsqu'on sait que ça remonte jusqu'au cardinal Danels, etc., qui était le primat de Belgique, c'est là où j'ai compris que beaucoup de choses étaient verrouillées et que on ne pouvait plus compter que sur une chose, c'est le nombre de personnes qui seraient au courant du fait que les réseaux infiltrent tous les niveaux de pouvoir dans notre société, et d'arrêter de croire au Père Noël et de croire que les gouvernements sont des gens qui veulent le bien de la population. Disons que c'est un sujet qui m'est venu à la fois un peu par hasard, c'est-à-dire que j'étais contactée par une victime, par des gens qui connaissaient des victimes, et ils cherchaient, on va dire, une journaliste intègre. Donc voilà, on m'a fait confiance parce que j'ai déjà travaillé sur beaucoup de sujets. Voilà, j'ai dénoncé d'autres sujets, mais alors là, dans le domaine de la santé, mais aussi voilà, dans la protection de l'enfance. Et puis en même temps, en travaillant sur tout ce qui était la vaccination, l'agenda global de la vaccination, etc. Petit à petit, je suis arrivée à me dire, tiens, il y a un agenda mondial. Et puis à me rendre compte qu'en fait, il y avait, on va dire, tout un réseau de pouvoir qui se tenait. Mais là, je parle vraiment de tout ce qui est l'agenda santé, l'agenda 2030, etc. Et à me dire qu'en fait, c'était un réseau criminel. Et puis, et de là, en fait, je suis redescendue, entre guillemets, à tout le sujet chantage, ce qu'on appelle les dossiers de contrôle, et par exemple avec le réseau Epstein, etc. Et donc là, je me suis rendu compte que c'était beaucoup les mêmes personnes. Et quand on voit au niveau des politiques mondiales, on a par exemple le Forum de Davos, on a le Bilderberg, la Commission trilatérale, etc. Tous ces think tanks, les organisations internationales, les ONG, etc. C'est quand même toujours les mêmes personnes et qui malheureusement sont beaucoup aussi des personnes qui sont citées par les victimes des réseaux pédocriminels. Donc là, je me suis dit, ok, si jamais on a vu tout ce qui s'est passé avec le Covid,
où finalement les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, puis ça leur paraissait souvent discriminatoire, criminel, contradictoire, je dirais à la limite parfois une forme presque de torture des gens dans la manière finalement dans la manière dont ça adressé aux citoyens. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, est-ce que les gens nous veulent vraiment du bien? Et puis là, on se rend compte qu'en fait, bah oui, il y a un agenda mondial et un réseau criminel qui se fait beaucoup d'argent derrière, qui contrôle un peu, qui tire un peu les ficelles dans tous les domaines. Et voilà. Et c'est malheureusement des gens qui sont cités dans ces réseaux pédocriminels. Donc là, je me suis dit, ok, il faut vraiment que je m'intéresse à cette question. Le film, j'ai collaboré pendant presque 1 an à ce film, hein, donc j'ai collaboré un petit peu à l'enquête avec Pierre, voilà, je lui ai présenté certains témoins. On a un peu essayé de parler aussi de l'importance de ce qui se passe en Belgique, parce que bon, Pierre au départ, il est parti bien sûr sur la situation en France, et puis on s'aperçoit très très vite qu'à un certain niveau, c'est des réseaux internationaux, que les personnes, les victimes ont souvent été trafiquées, comme on dit, d'un pays à l'autre. Et donc là, on a démarré une collaboration ensemble. Donc j'ai vraiment suivi, on va dire, ce groupe de femmes là depuis plusieurs mois et vu aussi comme leurs différentes histoires, en fait, à partir du moment où elles se sont rencontrées, se recoupent. Et par moi-même, j'avais aussi la nécessité de vérifier des informations. De dire, ok, est-ce qu'il y a vraiment, et ça pour moi, ça a été, j'ai quand même l'habitude d'être très critiquée par rapport à tout ce que je dis, par exemple sur les vaccins, donc en général, je ne sors pas une info avant de me dire, ok, là c'est vraiment solide. Et donc là, j'ai voulu avoir la même démarche et rencontrer plusieurs personnes qui ne se connaissaient pas. J'ai assisté à leur première rencontre, entre guillemets, et voir qu'en fait, il y avait des informations, y compris avec des détails, des noms, des endroits qui se recoupaient. Et puis aussi, voir le choc, assister, je ne pouvais pas le prévoir à l'avance, mais c'est ce qui s'est passé. Assister au choc de la rencontre, parce que chaque fois qu'une personne est projetée dans le passé, dans sa propre histoire, et qu'il y a des confirmations, des nouveaux éléments qui surgissent, etc., évidemment, il y a une sorte de traumatisme qui est réactualisé. Et le corps réagit, on voit l'émotion, on voit... donc ça m'a vraiment profondément touchée aussi. Donc j'ai vraiment, on va dire, participé aussi avec Pierre et avec le groupe des femmes à ce que ce film puisse sortir. Et là, même en le revoyant, ça m'a encore profondément émue. Voilà, parce qu'on se dit, ça y est, ça se passe vraiment. Cette information, on espère que ça va vraiment ça va changer les choses, que ça va libérer les langues, que ça va ouvrir quelque chose dans la conscience, mais on sent bien que c'est extrêmement chaud. C'est des témoignages, c'est pas comme des films comme Sound of Freedom, où c'est de la fiction. Ici, il n'y a pas d'images horribles, etc. On sent quand même l'authenticité. Jusqu'à présent, toutes les personnes qui l'ont vu ont dit, bah oui, je crois ces femmes, je crois ces témoignages. Et on sent aussi parfois il y a une distance qui est prise, parce que c'est difficile de parler de choses tellement innommables que les personnes en parlent, on va dire, avec une sorte de détachement. Et puis parfois on voit l'émotion qui ressort. Mais en tout cas, c'est une réalité dont il faut vraiment prendre conscience. Il faut prendre connaissance, parce que sinon on n'a pas une vision du monde qui est complète. On ne peut pas comprendre le monde aujourd'hui. Et si on ne peut pas comprendre le monde aujourd'hui, on ne peut pas non plus le transformer. Donc voilà, je pense que ça c'est ce qui est le plus important. Alors ce qui me donne espoir, c'est qu'à partir du moment où on a compris que c'est quand même une clé, on va dire, de l'agenda de contrôle, de la gouvernance globale mondiale aujourd'hui, c'est libérateur aussi. Déjà pour les personnes elles-mêmes, on voit bien déjà dans la salle première, c'est une toute petite salle, projection privée, il y avait déjà des gens qui venaient dire, moi aussi, j'ai besoin de parler, c'est mon histoire aussi. Donc je crois que ça va être un peu comme des fractales. Il y a énormément de gens, à mon avis, qui vont venir et qui vont témoigner. Et donc ça c'est essentiel. Et puis après, c'est pour qu'on puisse aussi trouver des solutions, voilà, et commencer à agir dans la société, même si entre guillemets on n'attend pas nécessairement que les gouvernements, on n'attend pas, on l'espère, mais on compte pas trop dessus sur la réaction des gouvernements, mais au moins de la part des gens, des citoyens.
Et là, très clairement, je vois qu'il y a un changement dans la conscience collective. Les gens n'étaient peut-être pas prêts à entendre ça il y a 3-4 ans, mais ils le sont aujourd'hui. En Belgique, la Belgique a vraiment un rôle très particulier par rapport à ces thématiques. D'abord parce que, bon, tout le monde ne le sait pas, puisque ça remonte quand même à il y a une trentaine d'années, mais on a eu l'affaire Dutroux, qui a été, je veux dire, le traumatisme national en Belgique, comme aux États-Unis, ils ont l'assassinat de Kennedy. La Belgique, c'est l'affaire Dutroux. On a fait taire énormément de gens. Il se fait que par hasard, il y a par exemple un inspecteur principal qui vient de sortir un livre qui s'appelle Dutroux, l'enquête assassinée. Donc où clairement, il fait comprendre que tout a été mis en place pour étouffer l'affaire, pour faire croire au fait qu'il n'y avait pas de réseau, que c'était un meurtrier isolé, etc. Ce qui n'est pas du tout vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, la Belgique doit aujourd'hui faire face à sa réalité. Et moi personnellement, je me suis d'ailleurs j'ai accepté de m'engager en politique maintenant pour les élections 9 juin. Et c'est vraiment une thématique que je vais porter et je ne serai pas la seule. Parce qu'à un moment, tant qu'on n'a pas remis ça sur la table, tant qu'on ne fait pas un minimum la lumière sur tout ce système, malheureusement, il n'y a rien qui va changer. On a bien compris que c'était une des clés de contrôle du monde politique et des différents lieux de pouvoir, des différents réseaux de pouvoir. Donc voilà, la Belgique doit montrer l'exemple aujourd'hui. Je connais toutes les survivantes, je connais tous les témoignages, et malgré tout, d'avoir vu ça maintenant à l'écran, ça me touche très 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 profondément. Et je trouve que c'est un message très très fort, et qui devrait normalement faire bousculer les gens, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau intelligence. C'est quelque chose qui devrait faire exploser, quoi. D'après mon expérience, je pense qu'il y en a des qui vont être, je dirais, positivement choqués et que ça va leur servir à se lever et à agir, parce que à la base il faut toujours des informations comme ça pour pouvoir agir. On peut pas agir quand on n'a pas l'information, et je pense qu'il va y avoir des personnes comme ça, mais je pense aussi qu'il y en a des autres qui vont être trop traumatisés et se détourner, ou bien alors vraiment carrément l'ignorer, parce que je suis pratiquement certaine que beaucoup de personnes auraient des témoignages comme ça à donner. Bon, je ne veux pas dire directement de rituels sataniques, mais vraiment aussi de pédocriminalité, ou bien de base, ce qui est à la base et puis ce qu'il faudrait changer. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient beaucoup de choses à dire. Peut-être que ça encourage. Enfin, c'est pour ça que j'ai commencé à parler, pour encourager d'autres personnes à parler aussi. Pour la suite, je dois dire que je suis très 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 heureuse que ce film sorte, et j'espère vraiment qu'on puisse le faire sortir, que Pierre Warneras puisse le faire sortir en Suisse, parce qu'en Suisse en ce moment il y a eu de l'autre côté, donc du côté de la panique satanique, beaucoup de reportages, donc en fait qui nient ces rituels et qui nient tout ce satanisme, et qui disent que c'est seulement de la panique, et qui disent que ce sont des faux souvenirs, donc des false memories. Il y a même une organisation qui s'appelle False Memory. Et là, je veux dire, c'est une grande réponse par rapport à ce qui vient justement de la Suisse. Alors ma réaction était absolument positive, en ce sens que c'est comme une énorme thérapie. Donc déjà égoïstement, ça nous aide justement à libérer la parole. Et puis ça donne du sens aussi à ce qu'on a connu. Parce que c'est évident que quand on ne parle pas, quand on reste dans son coin, on se sent terriblement isolé, et on se demande pourquoi on a connu ça, et surtout, qu'est-ce qu'on fait avec ce vécu. Et donc là, ce film nous a donné, en tout cas, je ne peux pas parler au nom des autres victimes, mais en ce qui me concerne, ça m'a vraiment donné beaucoup de force, et ça m'a donné aussi la possibilité d'aller plus loin dans ma thérapie et dans ma guérison.
Agir et réagir de façon constructive, c'est déjà d'avoir une autonomie intellectuelle et de ne pas croire tout ce que les médias disent systématiquement. Donc c'est creuser la question, c'est vraiment réfléchir et de décortiquer le système, mais tous les systèmes à tout niveau, dans tous les niveaux, que ce soit les systèmes bancaires, politiques, économiques, je veux dire, même sociaux, enfin, dans tous les domaines, il y a matière à réfléchir et quand on commence à décortiquer, on comprend beaucoup de choses. Il faut avoir la volonté de le faire et en fait le courage de le faire aussi. Ça suppose du courage, parce que quand on se laisse mener en disant bon ben voilà, on fait confiance aux institutions officielles, etc. et ils veillent sur nous, ben non, ça c'est pas le bon plan. Il faut vraiment réfléchir. Il faut réfléchir pour qui on vote. Il faut vraiment ne plus se laisser faire. Donc ça demande vraiment une autonomie intellectuelle. Ce que j'espère par rapport à la Belgique, c'est que les mensonges gros comme des maisons sautent. Parce que justement, par rapport à l'affaire du trou, on a endormi la population en disant, enfin c'est une tentative d'endormissement de la population en disant que Dutroux était un prédateur isolé et qu'il n'y avait absolument pas de réseau. Mais ça c'est absolument odieux et calomnieux. En fait, on maltraite cette population belge. Et moi, je voudrais vraiment que ça saute et que des vérités sortent. Alors, que ce film soit une occasion à des personnes lambda qui regardent ce documentaire, et puis tout à coup que la boîte de Pandore s'ouvre, et s'il y a des victimes dans la salle qui se rendent compte qui se rendent compte de leur vécu dans leur enfance ou qui auraient vécu la même chose, bien déjà que toutes ces personnes se réveillent, se soignent, dénoncent. Plus on sera nombreux à dénoncer, plus on pourra faire quelque chose. Faire quelque chose à tout niveau. Non seulement les soigner, donc guérir des personnes, soigner et agir, donc encadrer et recommencer sur une base plus saine finalement. Bon, alors évidemment, il ne faut pas croire que la vie sera facile, mais si on ne commence pas aujourd'hui, on ne commencera jamais. Donc, voilà. Oui, alors moi je tiens vraiment à remercier Pierre, Senta, Augustin et toute l'équipe là que j'ai appris à connaître. Vous pouvez vous imaginer quand on se fait violer, quand on se fait abuser dans un groupe et que toutes les personnes sont autour en train de regarder et qu'on est nu, ça nous prend la dignité. Et ce moment-là que je vis maintenant, c'est grâce à Pierre et à toute son équipe, c'est un moment où il nous rend la dignité. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment remercier du fond du cœur aussi à vous tous qui êtes venus, parce que c'est un moment où on reçoit de nouveau la grande part de notre dignité. Alors merci beaucoup. Je voudrais dédicacer ce documentaire à toutes les victimes, mais vraiment toutes les victimes de ces réseaux pédocriminels. Et j'ai surtout une grande pensée pour tous les enfants qui sont encore dans ce réseau. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que des gens comme moi qui avons eu des enfants dans ce réseau, ça fait des années qu'on attend de l'aide et de pouvoir parler et éveiller les gens pour que ça change. Alors j'espère que ça va changer et qu'on peut compter sur vous tous, toutes les belles âmes aussi qui sont actives. Et grosse force à tous les parents qui ont des enfants dans le réseau, dont Dalila et d'autres. Inda qui se trouve en face de moi, merci d'être venue ma sœur. Et force à vous tous, et vraiment merci à vous tous d'être venus. Et j'espère que ça va continuer pendant des mois et des mois. Les salles vont se remplir. Faut sauver nos enfants, faut sauver les enfants. Ce sont nos enfants à tous. Merci, vraiment, merci beaucoup. Merci à Pierre et merci à vous toutes parce que j'ai partagé vraiment des moments forts. Et puis merci à ma fille aussi d'être restée en vie et d'avoir décidé de parler parce que
Il n'y a que comme ça qu'on va libérer la parole maintenant. Il faut que toutes les victimes, elles sortent. Merci beaucoup. Je voudrais parler pour tous ceux de ma famille qui ne peuvent pas parler, puisque je vous ai parlé de mon grand-père, je cite son nom, Pierre Cornu, mais je parle aussi pour mon père Michel Pelos, qui a été entraîné en série tuelle, pour mon oncle Henri Jacot, qui a été maire adjoint de Lyon, professeur d'université à Lyon. Je parle aussi pour Charles Cornu, directeur technique de la Fédération française de banque, qui a aussi violé, torturé dans série tuelle. Je parle pour tous mes cousins et cousines qui ont été internés, psychiatrisés, médiqués, dont on a dit qu'ils étaient fous, qu'ils avaient des bouffées délirantes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je suis encore la seule à me souvenir de tous les petits-enfants que mon grand-père a entraînés dans ces rituels. Voilà, donc moi, je parle aussi pour tous ceux qui ne peuvent pas parler dans ma famille, pour tous ceux qui ne peuvent pas encore s'en souvenir. Et je voulais vous dire aussi que, souvent associé à ces rituels sataniques, il y a ce qu'on appelle des tortures par onde, des tortures à distance. Moi, j'ai fait l'objet d'une tentative de meurtre par onde la nuit, la veille du jour où je devais parler à Pierre, voilà. Ils m'ont cramé le sexe, toute la partie génitale et anale, en janvier 2023. Voilà, j'ai crevé de souffrance. Mais je vous dis, moi, j'ai plus peur de la mort. Je reviens de tellement loin et ils ont essayé plein de fois de me tuer, de m'éliminer. Donc voilà, il y a plus fort que la mort parce qu'il y a l'amour. Hein, vous l'avez, Dominique, tu l'as dit. Il y a Dieu. Il y a une limite au mal qui s'appelle Dieu. Voilà. Après, on y croit ou pas, mais moi, je peux vous dire si je suis en vie, c'est parce qu'il y a la main du Très-Haut qui est sur moi. Et je voulais vous bénir tous. Je voulais vous bénir. Bien, moi, j'aimerais d'abord remercier Martine Bouillon, qui est tout au bout là-bas. Martine Bouillon. Martine Bouillon, s'il vous plaît. C'est son combat depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que cette magistrate remue ciel et terre pour faire parler. Donc merci. Bon, d'abord, je vais étrangler celle-là. Hein, et ensuite, je vais vous parler. Je vous ai dit dans le film que rien n'avait changé. C'est faux. Enfin, c'était vrai quand je l'ai dit, mais ce n'est plus vrai maintenant. Aujourd'hui, un événement extraordinaire est arrivé et ça change tout. Là, les survivantes sont là. Là, toutes là. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'elles ont eu ce courage que peu de gens pourraient avoir. D'abord, elles ont survécu, ce qui est déjà pas évident. Et ensuite, elles ont le courage d'être là, à visage découvert. Vous regardez devant vous, et moi je leur dis bravo. Voilà, ben moi ce que je dirais, c'est qu'en effet ce film est une opportunité pour nous. Les enfants qui sont dans les réseaux aujourd'hui ne sont pas du tout crus, ils sont terrés dans un silence, dans une obscurité sans nom. Voilà, alors j'allais y venir. Aujourd'hui, notre ministre de la Justice, comme l'a très bien dit Gérard Lopez, qui a fait partie des psychologues qui ont auditionné, enfin qui ont entendu et expertisé les enfants dans l'affaire Outreau, et qui est mort aujourd'hui, l'a très bien dit dans le reportage, Dupond-Moretti a tout fait pour que nos enfants soient complètement décrédibilisés. Vous l'avez entendu également à travers l'entretien qui a eu lieu au téléphone avec ce gendarme qui décrédibilise la maman et qui carrément en plus la culpabilise en disant que c'est elle qui a un esprit pervers. Oui, un policier, oui, pardon. Et donc on entend bien qu'aujourd'hui la parole de nos enfants est complètement silenciée. Et aujourd'hui, c'est les survivantes, c'est donc des enfants devenus grands qui parlent et qui nous permettent de faire entendre la voix de tous ceux qui ne peuvent pas se défendre, c'est-à-dire nos enfants. Et je connais énormément de parents, papa comme maman, qui aujourd'hui ont leurs enfants dans les réseaux. Soit on les met en hôpital psychiatrique, soit on les tue, soit elles se suicident, soit elles sont en prison. Donc aujourd'hui, sans vous, on ne peut pas sauver nos enfants. Donc je n'ai plus de recours, j'ai tout épuisé aujourd'hui. J'en suis à la Cour de cassation, j'ai 5 procédures en cours. Donc là, on est en train d'envisager la CEDH, etc. Donc je ne sais plus, je suis à plus de 250 000 € de frais d'avocat. Donc je ne sais plus aujourd'hui comment faire sans votre aide pour sauver mes enfants qui sont aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, toujours dans les réseaux pédos de France, avec toute l'institution juridictionnelle qui cautionne, qui participe, qui me menace, qui m'envoie ses sbires pour me faire taire.
pour m'empoisonner, pour me tuer, pour me décrédibiliser, m'empêcher de parler, m'empêcher de continuer à me battre. Et en fait, je ne m'arrêterai jamais non plus, parce que tant que mes enfants, tant que je serai encore vivante, je me battrai pour ça. Voilà. Pourquoi ils font ça? Le satanisme, vous connaissez? Voilà. La réponse, c'est le satanisme. C'est essayer de concurrencer Dieu, la Vierge Marie, en étant plus fort. C'est les forces obscures. Et les forces obscures, ils ont besoin pour leur Dieu, pour leur Moloch, pour leur Baal, je ne sais pas comment ils l'appellent, il a beaucoup de noms, ils ont besoin de sacrifices. Ça a toujours été. Moloch, il est très ancien. Les Sumériens avaient déjà des sacrifices. Et ça n'a jamais cessé. On croit que ça a cessé parce qu'on n'en entendait pas parler, mais ça n'a jamais cessé. Donc les sacrifices humains, c'est quelque chose. Alors, il y a les sacrifices pour le Dieu. Ils font autre chose. Ils font des choses beaucoup plus horribles. Hein? Ils mangent les enfants, par exemple, les bébés. Hein? C'est bon. L'adrénochrome, c'est vrai. Oui, bien sûr, c'est vrai. Ah ben merci. Ils l'ont dit, hein. Est-ce que je peux aussi, parce que moi c'est une question vraiment qui m'a hantée, je vais être sincère. Donc, ouais, d'accord. Donc moi, j'ai vraiment réfléchi beaucoup à ça. Je pense que effectivement il y a plusieurs réponses et c'est clair que c'est un système. Quand on voit ça, on se dit il y a une partie qui se perpétue de génération en génération. On va dire dans des familles, des lignées de pouvoir, etc. On peut remonter au Moyen-Âge. Le roi, c'était celui qui tuait, on va dire. C'était le plus fort qui avait gagné à la bataille, qui tuait tout le monde. Si vous pensez à des films, j'aime bien prendre des films pour un peu sortir. Si vous pensez à un film comme Le Parrain, mais il y a aussi le système de contrôle. C'est-à-dire que celui qui est éventuellement votre rival, on lui fait couper la tête devant tout le monde. C'est très simple. Donc c'est comme ça que, en fait, quelqu'un parlait tout à l'heure aussi du réseau Epstein. C'est-à-dire qu'il y a un système de contrôle de la société. Et ça, pour moi, c'est vraiment, c'est ça que je me suis dit, non, une pipe, pourquoi est-ce qu'il faut vraiment parler de ça? C'est pas uniquement que c'est un phénomène qui existe, qui est horrible, il y a des fous, une secte satanique, etc. Mais c'est surtout parce qu'en fait, c'est un gigantesque système de contrôle de la société. Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que tant qu'on n'a pas compris ça, on ne comprend pas le monde. Mais ce qu'elles sont en train de faire là, c'est quelque chose de phénoménal. Et je suis certaine que grâce à ça, il va y avoir énormément de gens qui vont témoigner. Là maintenant, c'est trop tard. Ça doit libérer vraiment un moment de parole, de vérité, et on est là pour transformer les choses.